Maintenant, un extrait d'un intemporel de la littérature jeunesse, Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. C'était le début de l'été, et la journée s'annonçait belle. La rivière avait regagné son lit et retrouvé son débit habituel. Une végétation touffue et verdoyante s'était peu à peu épanouie sous la douce chaleur du soleil, comme si d'invisibles fils reliaient la terre et le ciel. Taupe et Rat s'étaient levés tôt et étaient très occupés à discuter de la nouvelle saison de canotage, de la barque à repeindre, puis à enduire d'un vernis de protection, des rames à réparer, des coussins à recouvrir, des nouvelles gaves à dénicher et de bien d'autres tâches encore. Ils terminaient leur petit déjeuner dans le salon, tout en débattant de l'organisation de la journée, lorsqu'on frappa à la porte. « Oh, zut !» s'exclama Rat, le museau couvert de jaune d'œuf. « Taupe, sois gentil, va voir qui cela peut être. » Rat entendit Taupe pousser un cri de surprise avant de revenir dans le salon en courant et d'annoncer d'une voix protocolaire « Monsieur Blaireau !» Cette visite de Blaireau revêtait un caractère exceptionnel, car il n'était pas coutumier du fait. D'habitude, à moins de se rendre chez lui, en plein bois, il n'était possible de le rencontrer que tôt le matin ou tard le soir, quand il apparaissait au bout d'une haie. Blaireau entra dans le salon d'un pas pesant et adressa un regard empreint de gravité à ses amis. Cette vision surprit tellement Rat qu'il laissa tomber sa cuillère sur la nappe. « L'heure est venue, » dit enfin Blaireau, solennel. « L'heure de quoi ?» s'étonna Rat, tout en jetant un œil en direction de la pendule posée sur la cheminée. « Tu devrais plutôt demander l'heure de qui ?» rétorqua Blaireau. « L'heure de Crapaud, bien sûr. Il est temps de le prendre en main. J'avais promis de m'occuper de son cas dès que l'hiver serait terminé, et ce moment est venu. »« Hurrah !» s'exclama Rat. « Enfin, grâce à nous, il va apprendre à devenir raisonnable. » « Je sais de source sûre, » continua Blaireau en s'emparant d'un fauteuil, « qu'une nouvelle voiture d'une puissance exceptionnelle doit arriver ce matin au manoir Crapaud pour y être essayée. Il faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez m'accompagner tous deux au manoir Crapaud et participer à l'opération de sauvetage. »« Bien parlé !» s'écria Rat. « Allons sauver ce pauvre bougre. » Et ils se mirent en route afin d'accomplir leur mission, Blaireau en tête. Lorsqu'ils atteignirent l'allée du manoir Crapaud, ils découvrirent, comme l'avait annoncé Blaireau, une superbe automobile rouge flambant neuve, garée juste devant la demeure de leur ami. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte d'entrée, M. Crapaud apparut sur le seuil. Équipé d'une casquette, de grosses lunettes, de jambières, de gants à crispin et d'un immense manteau, il descendit l'escalier d'un air important. « Bonjour, mes amis !» s'exclama-t-il gaiement en les apercevant. « Vous arrivez à temps pour m'accompagner dans une charmante... » Blaireau s'avança. « Emmenez-le à l'intérieur, dit-il d'une voix ferme à ses compagnons, avant de se tourner vers le chauffeur de l'automobile. Je crains que vous ne soyez pas le bienvenu aujourd'hui. Monsieur Crapaud a changé d'avis. Il n'a plus besoin de cette voiture. » Sur ce, il suivit les autres dans le manoir et ferma la porte derrière lui. « À nous maintenant,
dit-il à l'attention de Crapaud lorsqu'ils se retrouvèrent tous les quatre dans l'entrée. D'abord, ôte-moi ce déguisement. Pas question, répliqua Crapaud avec fougue. Mais qu'est-ce que cela signifie? Votre attitude est inqualifiable. J'exige une explication. Déshabillez-le, ordonna Blaireau. Comme Crapaud se débattait en les traitant de toutes sortes de noms d'oiseaux, Taupe et Rat durent le plaquer au sol afin de pouvoir s'acquitter de leur mission. Rat s'assit sur lui, ce qui permit à Taupe de lui ôter un à un ses accessoires de pilote. Lorsqu'ils le relevèrent, il ressemblait de nouveau à Crapaud, et plus à un fou du volant. Crapaud, tu savais bien que tôt ou tard ça finirait ainsi, dit Blaireau d'une voix sévère. Tu as dédaigné nos avertissements, en roulant comme un danger public et en te bagarrant avec la police. Tu as sali notre réputation, à nous, les animaux, dans toute la région. Toutefois, on ne te laissera pas perdre complètement la tête. Cette fois, ça suffit. Tu nous as souvent demandé de venir te tenir compagnie. Crapaud, eh bien, on est là. Et on ne partira pas avant que tu aies promis de ne plus jamais toucher à une automobile. Vous deux, emmenez-le à l'étage et enfermez-le dans sa chambre. C'est pour ton bien, Crapaud, fit gentiment Rat. Pense comment on va s'amuser tous ensemble quand tu seras sorti de cette douloureuse crise. Tout redeviendra comme avant. Plus de regrettables incidents avec la police. Ils le poussèrent dans sa chambre. Plus de séjours à l'hôpital à se faire donner des ordres par des infirmières, ajouta Taupe en donnant un tour de clé. Alors qu'ils descendaient, ils entendirent Crapaud les injurier par le trou de la serrure. L'opération s'annonce délicate, soupira Blaireau. Je n'ai jamais vu Crapaud si déterminé. Il ne faut pas le laisser un seul instant sans surveillance. On va le veiller à tour de rôle jusqu'à ce que les effets du poison se soient dissipés. Les trois amis organisèrent les tours de garde et se relayèrent de jour comme de nuit auprès de Crapaud. Au début, il se montra très éprouvant pour ses gardiens. Dans les pires moments, il disposait les chaises de la chambre, comme les sièges d'une automobile, puis, accroupi sur l'une d'elles, il se penchait en avant et regardait fixement devant lui en éructant. Au paroxysme de la crise, il accomplissait un saut périlleux et se retrouvait à plat ventre au milieu d'un amas de chaises renversées, apparemment heureux et comblé. Avec le temps, toutefois, ces scènes de délire se firent plus rares. Ses amis s'efforçaient de le distraire, mais rien ne semblait l'intéresser, et il devint de plus en plus languissant et déprimé. Un beau matin, Rat monta prendre la relève de Blaireau, qu'il trouva impatient de sortir se dégourdir les pattes dans le bois. « Crapaud est toujours au lit, dit-il à Rat sur le palier. Impossible d'en tirer autre chose que « Fiche-moi la paix !» Tiens-le à l'œil, Rat. C'est quand il est calme et docile qu'il faut s'en méfier. Il manigance sûrement quelque chose, je le connais. Bon, maintenant, je file. Comment vas-tu aujourd'hui, vieille branche demanda Rat sur un ton léger, en approchant du lit de Crapaud. Merci, raton, répondit Crapaud d'une voix faible. C'est gentil à toi de prendre de mes nouvelles, mais dis-moi plutôt comment vous vous portez, toi et ce cher Taupe. Oh, nous, on va très bien, répondit Rat, qui ajouta sans réfléchir. Taupe est sorti faire un tour avec Blaireau. Ils seront revenus pour le déjeuner. Nous aussi, on va prendre du bon temps. Allez, debout, sois gentil. Tu ne vas pas rester à te morfondre par une si belle matinée. Cher Rat, murmura Crapaud, tu ne vois donc pas dans quel état je suis, ni à quel point je suis incapable de me lever. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller chercher un docteur au village, et le plus vite possible? Pourquoi veux-tu un docteur? S'étonna Rat, en se penchant vers lui pour l'examiner de plus près. Certes,
Crapaud semblait bel et bien abattu, sa voix était faible et son attitude avait beaucoup changé. « Tu auras certainement remarqué, » murmura Crapaud. « Mais non, pourquoi aurais-tu remarqué? S'apercevoir de certaines choses n'apporte que des ennuis. Pourtant, demain, tu te diras peut-être: ah, si seulement je m'en étais aperçu plus tôt. Ah, si seulement j'avais fait quelque chose. Mais bon, n'en parlons plus. Oublie ce que j'ai dit. Écoute, mon vieux, répondit Rat, qui commençait à s'inquiéter. Bien sûr que je vais aller chercher le docteur si tu penses vraiment en avoir besoin. Ça te dérangerait de demander aussi au notaire de venir, ajouta Crapaud avec un sourire triste. Un notaire? Ouh, il doit être mal en point, songea Rat avec frayeur, tout en se précipitant hors de la chambre, sans oublier, toutefois, de refermer soigneusement la porte à clé derrière lui. Une fois dehors, il s'arrêta pour réfléchir. Taupe et Blaireau étaient loin, il n'avait personne à qui demander conseil. Mieux vaut se montrer prudent, se dit-il après réflexion. Crapaud s'est déjà imaginé au plus mal par le passé, mais jamais au point de réclamer un notaire. S'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, le docteur le rassurera et lui dira qu'il n'est qu'un vieux sot. Ce ne sera pas long. Là-dessus, Rat courut vers le village accomplir son acte de charité. Crapaud, qui avait sauté du lit en entendant la clé tourner dans la serrure, observa Rat depuis la fenêtre, jusqu'à ce que ce dernier ait disparu au bout de l'allée. Tout en riant de bon cœur, il enfila à toute vitesse son costume le plus chic et remplit ses poches avec l'argent qui se trouvait dans un tiroir de sa table de toilette. Puis il noua les draps de son lit et fixa un bout de cette corde improvisée au barreau central de la fenêtre. Il se laissa ensuite glisser avec souplesse jusqu'au sol et, empruntant la direction opposée à celle suivie par Rat, s'éloigna en sifflotant. Le déjeuner qui fit suite au retour de Blaireau et de Taupe fut horrible pour Rat. Il dut leur faire face et leur raconter sa pitoyable et peu convaincante histoire. On peut aisément imaginer les réflexions caustiques, pour ne pas dire cruelles, de Blaireau. Mais le plus pénible pour Rat fut que Taupe lui-même ne put s'empêcher d'ajouter « Cette fois, raton, tu t'es montré un peu cruche. » « Il a si bien joué la comédie, répondit Rat tout penaud. « Il sait si bien jouer de toi, tu veux dire, répliqua Blaireau avec virulence. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Crapaud, joyeux et insouciant, avançait d'un pas alerte le long de la grande route. Il avait pris des raccourcis, traversé plusieurs champs et changé maintes fois de chemin par crainte d'être suivi. Mais à présent, il se sentait hors de danger. Un soleil radieux lui souriait. La nature tout entière semblait entonner l'hymne à sa gloire qu'il se fredonnait à lui-même. Et c'est presque en dansant qu'il poursuivait sa route. Voilà du beau travail, se félicitait-il. Pauvre vieux raton, qu'est-ce qu'il va prendre quand Blaireau sera de retour? Raton est un brave garçon qui a de nombreuses qualités, mais il manque d'intelligence et il n'a aucune éducation. Un de ces quatre, il faudra que je le prenne en main. Tout à ses vaniteuses pensées, Crapaud atteignit une petite ville où la vue d'une enseigne indiquant le lion rouge lui rappela qu'il n'avait pas encore mangé et qu'il était mort de faim. Il entra dans l'auberge, commanda le meilleur déjeuner qui fut et s'installa à une table. Il avait avalé la moitié de son repas lorsqu'un bruit familier dans la rue le fit trembler de la tête aux pattes. Le pouet-pouet approcha et on entendit une voiture pénétrer dans la cour de l'auberge. Un groupe affamé, jovial et bavard, fit bientôt irruption dans la salle, tout en commentant ses aventures matinales et les mérites du véhicule qui l'avait conduit dans cet endroit. Crapaud, subjugué, buvait toutes ces paroles avec avidité.
Soudain, n'y tenant plus, il se glissa hors de la pièce, régla l'addition au bar et sortit d'un pas nonchalant. Il n'y a pas de mal à juste jeter un œil, se dit-il. Il fit lentement le tour de la voiture qui se trouvait, sans surveillance, au beau milieu de la cour. Je me demande, songea Crapaud, oui, je me demande si ce genre de voiture démarre facilement. Quelques instants plus tard, et sans trop savoir comment, il actionnait la manivelle. En entendant le bruit familier du moteur, il fut à nouveau envahi corps et âme par sa passion. Un peu comme dans un rêve, il se retrouva assis au volant, fit demi-tour dans la cour et disparut sous le porche. Et toujours comme dans un rêve, il perdit toute notion du bien et du mal, et toute peur des conséquences, pourtant évidentes, de son acte. Il accéléra, dévala la rue et fonça sur la grande route à travers la campagne. Il était redevenu le vrai Crapaud, au meilleur de sa forme, la terreur et le prince de la route devant qui tous devaient s'effacer. Il avalait les kilomètres sans savoir où il allait, assouvissant ses instincts, profitant de l'instant sans se soucier du reste. À mon avis, fit gaiement remarquer le président du tribunal, la seule vraie question dans cette affaire, par ailleurs parfaitement claire, est de savoir comment se montrer assez sévère à l'égard de ce récidiviste recroquevillé devant nous sur le banc des accusés. Ce criminel endurci s'est rendu coupable du vol d'une automobile de grande valeur, de troubles à l'ordre public, d'outrage à agent. Monsieur le greffier, voulez-vous nous dire, je vous prie, quelle est la sentence la plus lourde que l'on puisse prononcer pour chacune de ces infractions? Le greffier se gratta le nez avec son crayon. 12 mois pour le vol, ce qui est léger. 3 ans pour l'extrême imprudence au volant, ce qui est clément. Et 15 ans pour l'insolence, qui semble avoir atteint des sommets, à en juger par les témoignages recueillis à la barre, même si l'on ne croit jamais, comme je le fais, qu'un dixième de ce que l'on entend ici. Ce qui nous donne, sauf erreur, un total de 19 ans. Total qu'il conviendrait d'arrondir à 20 par mesure de sûreté. Parfait, répondit le président. Prisonnier, vous prenez 20 ans aujourd'hui. Mais si vous deviez un jour comparaître à nouveau, je me verrai dans l'obligation de sévir. Crapaud fut emmené du tribunal vers le vieux château lugubre dont les tours s'élevaient haut dans le ciel. Là, au tréfonds d'un donjon, une vieille clé rouillée grinça dans une serrure, et une lourde porte se referma sur le malheureux, qui se retrouva ainsi prisonnier dans la forteresse la mieux gardée de toute la belle Angleterre. Je vous remercie.